Chers amis, je n'avais pas prévu de vous parler du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir l'intelligence artificielle. Cependant, ce qui m'est arrivé ces derniers temps m'a fait changer d'avis et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis un mois environ, je me suis retrouvée face à beaucoup de fake news et ça m'a beaucoup interpellée. Ce n'est évidemment pas la première fois que je vois passer sur les réseaux sociaux des informations qui sont fausses ou qui sont périmées depuis longtemps et qui pourtant continuent de tourner en boucle sans vérification. Mais là, c'est comme si cette tendance s'était démultipliée. Et je me suis dit qu'il y a là un vrai danger, une confusion qui va s'installer et qui risque d'être vraiment délétère. Je vais vous donner des exemples très concrets de ce sur quoi je suis tombée et de ce qu'on a pu m'envoyer aussi. La série a commencé très peu de temps après la mort du pape François par une vidéo avec la photo du pape, vidéo qui prétendait donner son testament. Et ainsi, pendant 45 minutes, nous pouvions écouter une voix qui n'était évidemment pas celle du pape, mais qui semblait faire comprendre qu'elle lisait ce testament. Et c'était un testament sur Fatima et le troisième secret. Le pape, entre guillemets, ne prétendait pas dévoiler quoi que ce soit de neuf, mais il se positionnait d'une manière très spirituelle et sage par rapport au message de Fatima. Tout cela était très beau et propre à toucher les sentiments religieux des cœurs. D'ailleurs, les commentaires dessous étaient assez dithyrambiques, pleins de gratitude, d'émotion. Seulement, dès le début, j'avais quand même quelques doutes, étant donné que je n'avais pas entendu parler de ce testament. Et puis, plus ça avançait, plus j'étais dubitative. Car ce qui aurait pu être dit en 10 minutes, cela s'étendait sur 45 minutes, comme si on brodait sur le même thème en prenant des approches un peu différentes. Je suis finalement arrivée à la fin en me disant que c'était très certainement une vidéo faite du début jusqu'à la fin par une intelligence artificielle. On avait dû donner à ChatGPT ou à une autre IA la consigne de faire une vidéo en brodant à partir peut-être d'une ou deux phrases dites un jour par le pape, de telle sorte qu'on pense que le pape avait donné ce testament. Je suis d'ailleurs allée vérifier sur le site du Vatican et sur les moteurs de recherche pour m'assurer que c'était bien un faux, et j'en ai eu la confirmation du fait que dans aucun organe officiel, il n'était question de ce testament relatif à Fatima. Et je l'ai d'ailleurs mis dans les commentaires sous la vidéo, pour que les gens ravis de cette vidéo se rendent compte qu'ils étaient victimes d'une illusion. En fait, pour dire vrai, c'est ce qui m'a affligé le plus, que les gens croient à ce mensonge. Mensonge certes très pieux, sans hérésie, mais mensonge. Ensuite, des personnes bien intentionnées m'ont envoyé une autre vidéo, soi-disant du pape Léon XIV, qui aurait fait un discours sur la famille. Pareil, une vidéo d'environ 45 minutes. Et tout un discours très beau, orthodoxe dans son contenu. En fait, dans ce que j'ai écouté, parce que j'ai dû écouter 10 ou 15 minutes sur les 45. Et je me suis arrêtée car je me suis dit, c'est encore une création faite par intelligence artificielle. Et comme le pape a été élu depuis très peu de temps, il était facile d'aller vérifier ses discours sur le site du Vatican et de constater de fait que ce discours n'avait jamais été prononcé. Mais là aussi, les commentaires étaient pleins de réjouissance et de gratitude envers le pape. J'ai aussi reçu une autre vidéo, toujours sur le pape Léon XIV, visiblement il inspire certains, qui affirmait que le Saint-Père, dès les lendemains de son élection, avait convoqué tous les gardes suisses pour leur dire que nous étions désormais dans une guerre spirituelle et qu'il comptait sur eux pour prier chaque jour la prière à Saint Michel Archange. Là aussi, c'était une fake news, une tromperie. Mais les gens dans les commentaires trouvaient que ce pape était décidément formidable. J'ai aussi appris, entre guillemets, par une autre vidéo qu'on m'a envoyée, que le pape Léon XIV avait nommé le cardinal Sarah, soi-disant, comme son envoyé spécial partout dans le monde. Vidéo construite comme les autres, sous forme de dramaturgie, avec une sorte de narratif identique dans la formulation, des détails. Et venant, il me semble, d'un même site où il y a plein de vidéos chrétiennes basées toutes sur la même trame, raconter une histoire de telle sorte que les auditeurs soient captivés par le discours. J'aimerais bien savoir qui est derrière ce site. Il y a bien la photo d'un homme, mais impossible d'en savoir plus. Rien ne nous dit d'ailleurs que la photo de cet homme renvoie à quelqu'un de réel. On peut créer des avatars qui ressemblent absolument à des personnes réelles, sans qu'elles le soient. Là aussi, je suis allée vérifier l'info qui était encore fausse. Le cardinal Sarah a été nommé comme représentant du pape pour les fêtes du 400e anniversaire des apparitions de Sainte Anne d'Auray. Cette information juste est sortie bien après celle dont je vous ai parlé, qui était fausse. Là encore, des gens se faisaient abuser par ces fausses informations.
Je lisais en commentaire « Bravo, le pape Léon XIV est en train de sauver l'Église par cette nomination, etc. etc. » Les chrétiens sont-ils donc trop habitués à faire confiance à ce qu'on leur dit quand c'est dans un contexte religieux? N'ont-ils donc plus de sens critique? Certes, ils sont dans la bienveillance, et ils n'imaginent pas qu'on puisse les tromper en utilisant des choses spirituelles. Ça ne leur vient pas à l'esprit que des gens soient mal intentionnés, ou bien intentionnés, mais avec des critères éthiques complètement dévoyés. Peut-être aussi ne soupçonnent-ils pas les capacités à la fois merveilleuses et redoutables de cet outil qu'est l'intelligence artificielle. Pour compléter avec 3 autres exemples, j'ai encore reçu, pas plus tard qu'hier, une invitation soi-disant encore du pape à prier une certaine prière bien précise d'urgence pour la paix. Là aussi, une fausse information. J'ai aussi eu l'occasion d'entendre sur Internet quelqu'un qui parlait d'un prêtre aux États-Unis qui intervenait souvent dans les médias, mais à qui on avait fait dire des choses qu'il n'avait jamais dites. Je m'explique. On peut demander à l'IA d'étudier la voix, le visage, les expressions d'une personne sur des vidéos dans lesquelles on la trouve, pour créer de nouvelles vidéos, complètement fausses. C'est-à-dire que l'IA, dans ce cas, crée un avatar de ce prêtre, parfaitement ressemblant, et lui donne à dire les discours qu'on veut lui faire dire. Et la technique est tellement au point que vous ne pouvez pas distinguer entre le vrai prêtre et la création faite par IA. Et donc on avait fait dire à ce prêtre des choses sur la fin des temps, en donnant des dates, et tout cela était complètement faux. Mais les gens, eux, pensaient que c'était vraiment le prêtre qui avait dit cela. Vous voyez le danger, vous voyez la puissance de la tromperie, vous percevez le règne de la confusion que cela peut apporter. Et pour finir, il m'est arrivé d'aller sur ChatGPT pour retrouver la référence d'un livre et l'auteur. Et 2 fois l'information était fausse. Voyez, notre confiance dans ce type d'outil doit être arrosée de prudence, et autant que faire se peut, de vérification. Bon, je m'arrête là pour les exemples, car il y en aurait beaucoup d'autres à donner, mais cela suffit pour l'instant. Je voudrais maintenant qu'on s'attarde plus sur le fond du problème. Et pour cela, il nous faut déjà commencer par savoir ce qu'est l'IA, son fonctionnement, ses possibilités, avant de nous interroger sur son appellation. Alors, je ne prétends pas être exhaustif dans ce que je vais vous dire sur cette question, et encore moins dans l'explication de ce qu'est l'IA, car je vous avouerai que c'est un peu du chinois pour moi. Je vais juste poser quelques aspects et on en viendra à ce qui est selon moi le plus important, les enjeux que cela soulève. L'IA, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des théories et des techniques simulant ou ayant des points communs avec certaines capacités d'intelligence des êtres humains, permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes jusqu'ici réservés aux humains, comme par exemple l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception ou la prise de décision. L'intelligence artificielle est également le champ de recherche visant à développer de telles machines, ainsi que les systèmes informatiques qui en résultent. On peut dire que l'IA fonctionne avec des neurones, entre guillemets, artificiels. C'est une métaphore pour faire comprendre. Ces neurones sont des petites unités de calcul qui vont faire fonctionner des algorithmes, c'est-à-dire du code informatique, capables de traiter des données d'entrée, des nombres. Par exemple, on va lui donner une image de chat et cette image va être transformée en nombre. Et toutes les données qu'on lui donne vont être ainsi transformées en nombres. Et la soi-disant pensée de l'IA ne sera finalement qu'une suite et une combinaison de nombres retranscrites au final par des mots les uns à la suite des autres. L'IA ne fonctionne pas par rapport à un critère de vérité, mais de probabilité, selon des statistiques. Après tel mot, dans tel contexte, la probabilité la plus importante, c'est de trouver tel autre mot. Et ainsi, l'IA construit une phrase. Autrement dit, l'intelligence artificielle ne sait absolument pas ce qu'elle dit. Elle avance des énoncés selon une probabilité par rapport aux milliards de données qu'on lui a données. L'IA, de plus en plus, apprend par elle-même, à partir de cette somme de données. Mais c'est un type d'apprentissage non déterministe,
dans la mesure où on ne peut pas prévoir comment elle va apprendre. On programme l'IA non pas pour lui dire comment faire les choses, mais pour qu'elle apprenne à les faire elle-même, et donc selon sa manière de fonctionner qui peut nous échapper. Il y a 3 sortes d'apprentissage pour l'IA. L'apprentissage supervisé, avec un entraînement sur un ensemble de données étiquetées. L'apprentissage non supervisé, sans données étiquetées, où l'algorithme apprend par lui-même à découvrir des informations à partir d'un ensemble de données. Et enfin, l'apprentissage par renforcement. Celui-ci met en œuvre des algorithmes d'apprentissage qui tirent les leçons d'expériences répétées en procédant par essai-erreur. Il reproduit ainsi artificiellement le mécanisme naturel d'acquisition des connaissances. Comme un petit bambin, pour apprendre à marcher, il tâtonne, il tombe, il se relève et puis finalement il arrive à trouver son équilibre. Eh bien, l'intelligence artificielle peut imiter cela. Elle apprend de ses erreurs et elle trouve un chemin pour obtenir ce pourquoi elle a été programmée. Il y a 4 formes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative. Elle génère du texte, des images, de la musique, des vidéos. Ça peut être très utile pour des illustrations, par exemple, pour l'élaboration d'un texte. Seulement, on peut aussi s'en servir pour créer des deepfakes, c'est-à-dire de l'hyper-trucage. L'IA permet en effet de superposer des parties d'images ou de vidéos ou de fichiers audio existants sur d'autres fichiers pour créer des canulars malveillants, diffuser des informations trompeuses et clivantes qui peuvent d'ailleurs polluer les données d'apprentissage d'autres IA, contribuer à des fraudes, au vol d'identité, à de la cyber-intimidation et une propagande idéologique. Vous avez sans doute tous vu la photo du pape François avec une grosse doudoune, un gros anorak blanc. Bon, c'était un deepfake. Donald Trump, durant la campagne présidentielle, en a aussi usé. On le voyait représenté en Superman. Il avait aussi mis sur son réseau social une photo de lui en pape, vêtu de blanc, sur un trône pontifical. Là, tout le monde comprend que c'est faux. Mais il y a des deepfakes bien plus redoutables. Ce qu'on appelle les deepfakes pornographiques, par exemple. Et c'est une pratique qui tente à se développer beaucoup pour du chantage ou pour disqualifier une personne. Par exemple, à partir d'une simple photo ou d'une vidéo d'une personne, on peut faire élaborer à l'IA une vidéo pornographique avec les traits de la personne. Cela est déjà arrivé dans pas mal de pays pour attaquer des journalistes, des artistes qui prennent position, des personnes politiques, des candidats à des élections. Par exemple, en Italie, la première ministre, Giorgia Meloni, réclame 100 000 € de dommages et intérêts à 2 hommes accusés de créer de fausses vidéos pornographiques la mettant en scène et de les avoir publiées sur des sites pornographiques américains. Et les gens peuvent penser que c'est vrai. Vous imaginez un peu l'horreur d'une telle situation pour la femme qui en est victime. Autre forme d'IA, l'intelligence artificielle prédictive. Elle sert par exemple à élaborer des modèles de météorologie. Elle peut prédire le résultat d'une élection, mais elle peut aussi servir à manipuler des scrutins. Nous avons aussi l'IA adaptative, qui fonctionne avec des algorithmes de recommandation. C'est sur ce modèle que fonctionnent TikTok, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, etc. L'IA récolte des données sur vous, par toutes les traces que vous laissez sur la toile, et elle vous propose ensuite ce qui colle le plus à vos centres d'intérêt. J'avais vu le témoignage d'une maman qui était allée sur le réseau social qu'utilisait sa fille pour comprendre le changement de sa fille. Celle-ci était une adolescente tout à fait normale, mais comme toutes les ados, un peu mal dans sa peau, et elle était allée voir 1 ou 2 vidéos sur la transition de genre, plus par curiosité qu'autre chose. Et résultat, elle s'était faite inonder de propositions de vidéos qui ne tournaient plus qu'autour de ce thème. Et donc, elle avait fini par se laisser retourner la tête pour demander elle-même une transition de genre. Elle était rentrée presque malgré elle dans une bulle de filtre. Et elle l'avait reconnue après d'ailleurs, en disant qu'elle s'était faite avoir. Il faut bien comprendre que les organisateurs de ces plateformes, Facebook, YouTube et toutes les autres, ne visent pas à informer les gens, mais à gagner de l'argent. Et donc pour cela, il faut qu'ils engrangent le plus de clics possible.
Et donc il faut qu'ils gardent les gens les plus longtemps possible sur leur plateforme. D'où leurs efforts via l'IA pour leur offrir des contenus qui vont les intéresser et les capter. Mais là commence aussi la dépendance, l'addiction et la manipulation. Manipulation soft, mais bien réelle et redoutable. Autre forme d'IA, l'IA analytique, qui peut servir pour le diagnostic médical par exemple, l'analyse d'une radio, ou bien qui peut servir à recouper des informations pour le fisc et détecter les fraudes fiscales. Sur Google Maps, on repère que vous avez une piscine, mais vous ne l'avez pas déclarée. Eh bien, l'IA vous a trouvé et vous n'échapperez pas au fisc. Vous êtes soi-disant au RSA, mais vous mettez des photos sur Facebook de vos vacances aux Caraïbes, au Canada, au Japon. C'est louche. Recoupement de données, vous êtes ciblé. L'IA est un très bon outil pour le capitalisme de surveillance et peut devenir à terme aussi un excellent moyen pour le contrôle des peuples. Maintenant qu'on a fait un peu le tour succinctement de ce qu'est l'IA et de ce qu'elle permet, demandons-nous si son appellation est légitime. Est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente? Est-il légitime de parler d'une intelligence artificielle? Est-ce qu'il n'y a pas là une antinomie dans les termes? Un abus de langage? Est-ce qu'une machine peut penser, peut être intelligente? C'est le rêve des concepteurs de cet outil. Ils voudraient passer d'une IA faible à une IA forte, une super intelligence, qui serait même incompréhensible pour nous, qui dépasserait l'intelligence humaine. Certains pensent que ce moment qu'ils appellent singularité est très proche. Ray Kurzweil, expert des nouvelles technologies, prévoit que l'IA dépassera l'intelligence humaine d'ici 2029. D'autres sont plus circonspects. Seulement, cela est une illusion. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne peut être comparée à l'intelligence humaine, même si certains ont désiré depuis longtemps reproduire l'homme artificiellement. Mais cela part d'une vision mécaniste de l'homme. Selon cette vision mécaniste de l'homme ne serait qu'une machine très perfectionnée, un super ordinateur. L'homme se réduirait finalement à n'être qu'un cerveau, et le cerveau à un assemblage fonctionnel de circuits électriques. Dès lors, si on arrivait à élaborer une machine très puissante, alors l'intelligence artificielle serait comme une intelligence humaine, voire mieux. Il n'y aurait qu'une différence de degré entre les deux. Or, la différence n'est pas une différence de degré, mais bien une différence de nature. Le dicaster pour la doctrine de la foi, en coopération avec le dicaster pour l'éducation, a publié en janvier 2025 une note, Antiqua et Nova, sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et cette note avance 3 critères spécifiques de l'intelligence humaine. Elle est rationnelle, elle est incarnée et elle est relationnelle. Et donc son champ d'application est beaucoup plus riche et plus vaste que ce qui caractérise l'intelligence artificielle. Dans le cas de l'être humain, en effet, l'intelligence est une faculté relative à la personne dans son intégralité, tandis que dans celui de l'IA, elle est comprise dans un sens purement fonctionnel. Les systèmes d'IA donnent l'impression d'imiter les processus cognitifs de l'homme, mais en fait, ils s'appuient sur l'inférence statistique plutôt que sur la déduction logique. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle ne sait pas ce qu'elle dit quand elle construit du texte, même si la pertinence des réponses peut nous bluffer. Elle ne sait pas ce qu'elle raconte, elle n'a aucune conscience et quand elle dit quelque chose de faux, elle ne ment pas puisqu'elle n'a pas une intention. Seulement, elle exécute ce pourquoi elle a été créée du texte, et elle peut faire des erreurs. Voyez, on parle d'une intelligence naturelle pour l'homme, parce qu'elle porte en elle-même son propre principe de mouvement, alors qu'on parle d'une intelligence artificielle parce qu'elle ne possède pas en propre son principe de mouvement. Il y a bien eu une cause extérieure, humaine, à l'origine de l'intelligence artificielle. Elle a été créée par l'homme et elle dépend de l'homme pour recevoir l'énergie nécessaire pour son fonctionnement, beaucoup d'électricité,
et pour recevoir aussi une multitude de données et les instructions algorithmiques sans lesquelles elle ne pourrait rien faire. D'autre part, l'intelligence artificielle est plutôt une super mémoire et une super imagination, l'imagination étant une capacité de rétention de l'information sous une forme codée, qu'une intelligence. En effet, saint Thomas d'Aquin évoque deux modes d'opération de l'intelligence. D'une part, l'intellect, qui se réfère à l'intuition de la vérité, c'est-à-dire à sa saisie avec les yeux de l'esprit, et qui précède et fonde l'argumentation elle-même. D'autre part, la ratio, la raison, qui se rapporte au raisonnement proprement dit, c'est-à-dire au processus discursif et analytique qui conduit au jugement. Ensemble, intellect et raison constituent les deux faces de l'acte unique d'intelligere, de compréhension, opération de l'homme en tant qu'homme. Parler de l'être humain comme d'un être rationnel, ce n'est donc pas le réduire à un mode de pensée spécifique. C'est plutôt reconnaître que la capacité de compréhension intellectuelle de la réalité façonne et imprègne toutes ses activités. En ce sens, le mot « rationnel » englobe en fait toutes les capacités de l'être humain, aussi bien celles de connaître et de comprendre que celles de vouloir, d'aimer, de choisir, de désirer. Le terme « rationnel » comprend également toutes les capacités corporelles de l'homme, puisque dans l'homme, l'esprit et la matière ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. L'homme est un, composé d'une âme et d'un corps qui font de lui une unique personne humaine créée à l'image de Dieu. Et donc, sa rationalité élève, façonne et transforme à la fois sa volonté et ses actions. Ce qui est le propre de l'homme et qui fait qu'il ne peut être réduit à un fonctionnement de machine, c'est que bien que profondément enraciné dans une existence corporelle, son intelligence est incarnée, il transcende le monde matériel grâce à son âme, qui se trouve pour ainsi dire à l'horizon de l'éternité et du temps. C'est à elle, l'âme, qu'appartiennent la capacité de transcendance de l'intellect et la possession du libre arbitre. Et ainsi l'être humain, par son intelligence et sa volonté, est rendu capable de participer à la lumière de l'intelligence divine. Alors bien sûr, dans certains domaines spécialisés, la machine peut être plus performante que l'homme, notamment dans le traitement des données. Mais elle ne fait qu'imiter une partie de ce que peut faire l'intelligence humaine, qui, elle, est beaucoup plus vaste, qui se nourrit de ce qu'elle reçoit des sensations, de l'expérience, de la beauté, de la bonté du monde. L'homme est celui qui est capable de s'étonner devant ce que sont les choses, le monde lui-même. Il veut en trouver les causes, les comprendre. Il est capable de saisir par son intelligence l'être, l'essence des réalités qu'il contemple. Il porte aussi en lui une capacité d'émerveillement, et ceci parce qu'il est un être relationnel. Relation avec les autres, avec le monde, avec la vérité. Cette orientation relationnelle de la personne humaine se fonde sur sa ressemblance avec le Dieu trinitaire, communion de personnes divines. La personne est appelée à partager, dans la connaissance et l'amour, la vie de Dieu, en entrant dans une communion avec Dieu et avec les autres. Et cette communion enrichit la personne dans son humanité. Une intelligence séparée, désincarnée, serait bien pauvre, car comme le disait saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, « Même si je connaissais tous les mystères et si j'avais toute la science, sans la charité, je ne suis rien. » Cette compréhension de l'être humain comme un être corporel, avec une âme rationnelle et essentiellement relationnelle, nous permet de percevoir l'homme dans son intégralité, et donc de bien le distinguer des systèmes d'IA. Parler d'intelligence pour l'IA est donc un abus de langage, qui consiste à ne garder de l'intelligence que sa capacité fonctionnelle, ce qui est très réducteur. L'intelligence humaine est une faculté spirituelle qui rend l'être humain apte à rechercher la vérité, à se laisser conduire par l'attrait du bien,
à trouver sa finalité dans l'amour. Ne rabaissons donc pas l'homme dans cette admirable faculté qu'est son intelligence, en parlant d'intelligence pour des machines qui ne savent que calculer, transformer des données en nombres et les agencer selon des probabilités statistiques. Nous avons vu aujourd'hui les possibilités de l'IA, l'abus de langage par lequel elle est nommée. Nous verrons la semaine prochaine les véritables enjeux de l'IA, notamment concernant la question cruciale de la vérité.